l'UFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Bonjour Nicolas. Salut Franck. Alors, on est à la 6e de Laïcidad qu'on va décliner en 2 épisodes et on est sur une thématique, l'égalité, c'est important, hein, et à l'UFAL, il y a eu la semaine de l'égalité du 18 au 25 mars, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors pourquoi cette semaine de l'égalité ? Bon, alors traditionnellement, on faisait une semaine de la laïcité autour de décembre pour animer les choses par rapport à la loi de 1905. Et cette fois, on a constaté que cette semaine du 18 au 25 mars, c'était fort en symbole et en anniversaire. Alors c'est l'équinoxe qui marque le printemps avec un temps de passage, le jour est égal à la nuit, c'est un symbole universel d'égalité. Cette semaine, c'était la première semaine anniversaire des 150 ans du début de la Commune de Paris. Voilà, justement, j'allais en parler, et il y a eu pas mal de manifestations. Ah oui, alors déjà, nous sur la semaine de l'égalité, on a mené partout où on pouvait des manifestations autour de la thématique de l'égalité. Et le 29 mai, on a tenu notre assemblée générale annuelle, ce qui nous a permis ensuite de rejoindre, pour ceux qui étaient sur Paris et les endroits où il y avait des manifestations, rejoindre les cortèges unitaire. Donc le matin, il y avait les maçons qui étaient au Père-Lachaise pour la traditionnelle montée au mur des fédérés. Et puis l'après-midi, il y a eu des choses peut-être un petit peu plus syndicales et politiques. Puis il y a eu un peu de sport. Oui, à ce qui paraît. Voilà. Il y a eu de l'animation. Ouais, alors on a quelques militants qui voulaient se dégourdir un peu et qui se sont retrouvés avec disons des libertaires antifa. Et alors paraît-il, il y a eu, ils se sont trompés. Bon, ça pourrait être une erreur, mais il y a eu quelques heures avec une procession organisée par le diocèse de Paris. Une procession en pleine rue. Oui, alors en pleine rue. Alors une procession en l'hommage des ecclésiastiques qui avaient souffert pendant la Commune. Ça c'est pas bien de faire souffrir les gens. Cela dit, c'est vrai que cette procession a été vécue par les personnes qui étaient là comme une provocation, une de plus. Alors, il se trouve que les militants Antifa qui étaient présents, qui sont un petit peu aguerris, documentés, etc., ont reconnu dans cette procession quelques militants de l'Action française. Oh. Bon, donc il y a eu quelques baffes de données, disons-le, peut-être quelques dents qui ont sauté. Bon, voilà, tout ça est regrettable. Cela dit, Franck, ça se refait, la Commune n'est pas morte. Non, toujours pas. C'était notre assemblée générale. On faisait le bilan sur notre semaine de l'égalité. C'était les 150 ans de la Commune. Alors le 25 mars aussi, c'est l'anniversaire de la signature du traité de Rome, qui garantit dans son article 119 l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Et puis traité de Rome, ça date de quand déjà ? Le traité de Rome, c'était il y a longtemps, donc. Ouais, on a vu qu'il y avait l'égalité. Allez, c'est assuré là, l'égalité des salaires. Non. C'est pour ça qu'il faut lutter. Puis alors, je pense que maintenant on a bien compris qu'il fallait pas attendre énormément de choses des traités européens. Oui. Voilà. Et donc pour nous aussi, cette semaine de l'égalité, c'était le moment de parler haut et fort de la laïcité comme grande utilité en cette période de cléricalisme religieux avec la fête des rameaux. C'est pas pour ça qu'on a été mettre des baffes, forcément. Bon. Alors, comme on parle de communes, de Paris, et des choses qu'on y a faites, c'est aussi l'occasion de se souvenir d'une personnalité qui nous paraît importante, qui est mort pendant la Commune de Paris, qui est l'inventeur du néologisme socialisme, qui est Pierre Leroux. Oui, et Pierre Leroux qui n'est pas connu parce que moi je ne sais pas qui est Pierre Leroux. Alors je me suis renseigné puisque je savais qu'on allait en parler. Mais c'est qui Pierre Leroux ? Alors tu vois, Pierre Leroux, Karl Marx disait le génial Pierre Leroux.
Pierre Leroux, c'est un des précurseurs du socialisme républicain. Il a créé ce courant-là. Et en fait, il avait une particularité, c'est très tôt, donc en 1830, quand il a commencé à militer, il a étudié les textes de la Révolution française, des Lumières. C'était un disciple de Condorcet, de Robespierre, parce que Robespierre avait de grands côtés positifs. Donc il a repris les idées républicaines, et ça lui a permis de critiquer à la fois le libéralisme individualiste qui existait déjà à son époque, ce capitalisme brutal de compétition qui laissait une majeure partie de la population dans la misère, qui crée des inégalités. Et il a aussi réfléchi au système pouvant atteindre l'égalité, et il avait entrevu que, disons, les systèmes dogmatiques qui, avec des doctrines toutes faites, avec des sociétés préimaginées, présupposées, imposées, planifiées, ne pourraient pas fonctionner. Et c'est intéressant parce que nous sommes dans une période où le capitalisme est très dur, et ce qui est dans les têtes, c'est le libéralisme, le néolibéralisme outrancier. On a une société, un État qui est au service de l'oligarchie, et donc il faut réfléchir à une société qui laisse la place au peuple, c'est-à-dire au plus grand nombre, mais une société qui soit viable. Et lui a réfléchi à tout ça. C'était un libertaire au niveau des mœurs, il était pour l'égalité homme-femme, il a réfléchi l'économie circulaire locale, l'écologie et le socialisme associationniste, c'est-à-dire démocratique, avec des coopératives, des mutuelles. C'est lui qui est à l'origine des sociétés de secours mutuels. Donc il a eu un rôle très important, mais malheureusement dans le mouvement ouvrier républicain, c'est petit à petit d'autres idées, et effectivement le marxisme qui est devenu prédominant, alors qu'en fait Leroux avait bien vu les choses, et je crois que c'est le moment de se replonger dans sa pensée et de le lire. Et c'est pour ça que nous avons invité Bruno Viard, qui est un inlassable vulgarisateur de la pensée et des écrits de Pierre Leroux. Alors il va nous parler, alors c'est un passionné, Bruno. Il est universitaire, il connaît l'histoire par cœur. Il a écrit plusieurs bouquins, dont un qui est formidable, qui est Anthologie de Pierre Leroux, qui est aux éditions Bordelot, mais qui est épuisé pour l'instant, mais qui va être édité. Là, il est en train de sortir un nouveau bouquin dont il va nous parler. Il y a aussi Vincent Payon, qui a fait un bouquin sur Pierre Leroux. Voilà. Enfin, moi, j'encourage tous nos auditeurs à écouter Pierre Leroux. Et donc, cette émission va être consacrée à son œuvre. Bon, alors, en 1 heure, on va pas tout voir. Mais dis-moi, il a influencé beaucoup de gens. Enfin, voilà, Bruno va nous en parler. Est-ce qu'on pourrait dire, comme pour la Commune, que Pierre Leroux n'est pas mort? Alors, moi, je pense que Pierre Leroux n'est pas mort. Grâce à tous ceux qui ont continué d'ailleurs à le lire et à le publier. Et Pierre Leroux, non seulement il est pas mort, mais il est indispensable. C'est vraiment la référence qu'il faut retrouver. Et Pierre Leroux, je crois, c'est lui qui va nous permettre de faire ce fameux creuset qu'on recherche depuis des années. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à regrouper toutes les traditions républicaines et du mouvement ouvrier, sortir des querelles du passé, tu sais, les querelles anarchistes, marxistes, trotskistes, staliniens, radicaux, marxistes ouvriers, FO contre CGT, bon, CFDT, j'en parle pas. Mais on en a déjà parlé dans d'autres laïcidas. Voilà, en fait, il permet de faire la synthèse, et je pense de retrouver les idées claires. Alors, il était socialiste, c'est-à-dire qu'il pensait une société de l'égalité pour le plus grand nombre, avec de la raison, mais du réalisme. Il a créé beaucoup de coopératives, il était typographe, Il a participé aux embryons de syndicats à l'époque, parce qu'il est mort avant la création de la CGT. Voilà. Moi, je crois que c'est une personnalité indispensable. Alors, cette première émission, on va la faire sur son œuvre et sa vie. Et j'espère que ça poussera nos auditeurs à aller acquérir les bouquins dont on va parler.
Et l'émission d'après, on va poursuivre, on va repenser un petit peu philosophiquement l'égalité, et surtout, on va interroger un économiste qui nous expliquera comment l'égalité peut être un moteur économique viable. Ok. Bon, on en reparlera après. On écoute Bruno. On écoute le petit entretien qu'il a eu avec toi. Et puis on va reparler de tout ça juste après. Formidable. Allez, on écoute Bruno Viard qui nous parle de Pierre Leroux. Et donc, voilà, nous sommes en train de parler de Pierre Leroux. Mais qui est Pierre Leroux? Eh bien, nous avons invité le spécialiste de Pierre Leroux, qui a déjà écrit beaucoup d'ouvrages de vulgarisation de la pensée de Pierre Leroux, et qui a pris la suite de son père Jacques Viard, qui a fait un gros travail pendant des années pour relancer Pierre Leroux. Donc nous accueillons Bruno Viard. Merci d'être avec nous. Alors, qui est Pierre Leroux? Bon, alors merci de votre invitation. Vous m'avez présenté comme le spécialiste de Pierre Leroux, et même si ça peut paraître un peu prétentieux, j'accepte cette appellation, mais je n'en suis pas du tout le découvreur ou le redécouvreur, parce que il y a toute une génération de chercheurs qui ont fait un travail considérable, mais qui sont tous disparus aujourd'hui. Mon père en fait partie, Jacques Viard, mais il y en a d'autres. Et en particulier, il y a toute une équipe italienne qui a fait un travail extraordinaire. Ces gens sont actuellement disparus. Aujourd'hui, il y a quelques chercheurs de ci, de là, mais qui n'ont pas une vision d'ensemble. Et je crois pouvoir dire que cette vision d'ensemble, je la possède pour la bonne raison que je me suis donné la peine de lire de A à Z l'œuvre de Pierre Leroux, qui est tout à fait considérable en volume et en importance aussi, et j'en ai donc fait cette anthologie qui est vraiment, sans vouloir encore une fois me flatter, je crois l'unique moyen d'en prendre la mesure. Elle est malheureusement épuisée, mais elle devrait reparaître au bord de l'eau, aux éditions du bord de l'eau, ainsi d'ailleurs que toute une série d'ouvrages sur Pierre Leroux, et notamment un ouvrage de Vincent Payon. Alors ensuite, deuxième considération, avant de répondre exactement à la question qui est Pierre Leroux, c'est que il s'agit pas d'un culte de Pierre Leroux, un petit peu comme on a eu un culte d'un certain Karl Marx, vous vous souvenez, à une époque. Bien sûr, cet auteur me semble tout à fait exceptionnel et remarquable, et d'une certaine façon un initiateur dans le domaine de ce qu'on peut en effet appeler le socialisme républicain. Mais en même temps, c'est tout un courant d'idées dont il est non pas l'inventeur unique, mais l'initiateur principal, mais au sein d'un courant beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond. C'est tout à fait essentiel et capital de le comprendre. Donc, je vais parler en effet de Pierre Leroux, je répondrai à la question posée, qui est Pierre Leroux, mais en même temps, donc j'insiste là-dessus pour dire que le courant du socialisme républicain, qui évidemment nous intéresse parce que nous savons bien qu'une autre tradition socialiste a été dominante dès la fin du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, c'est la tradition marxiste. Nous avons donc deux courants de socialisme. Il y en aurait même trois d'ailleurs, si on compte l'anarchisme au sein du socialisme. Donc il y a plusieurs courants qui se sont affrontés, et nous savons bien que le résultat des courses, surtout à partir de la Deuxième Internationale, en 1889, je crois, ça a été l'aplatissement complet du socialisme français, qu'il soit républicain ou anarchiste, au profit du socialisme marxiste, avec les résultats que l'on sait au XXe siècle. Donc, je souhaite inscrire le courant lerouxien du républicanisme social dans son histoire. Et je dirais que cette histoire, pour faire une image, a deux bornes vraiment importantes. Je pourrais dire 1830, c'est le commencement, et pour faire image, donc 1889, la Seconde Internationale, et là c'est out, c'est-à-dire la défaite définitive devant le marxisme-engelsisme.
Donc, pour redire la même chose d'une autre façon, ce courant républicain socialiste n'est pas sorti de la cervelle d'un intellectuel qui aurait, c'est vrai que c'était très à la mode à cette époque, tracé les plans de la cité future en disant voilà, je vais vous donner la recette qui permet de remettre la société sur ses bases, puisque on était dans une époque de libéralisme absolu, de capitalisme pur, si vous voulez, et il y avait dans la classe ouvrière naissante d'une part, mais aussi chez les vieux républicains de 1792, enfin ceux qui avaient survécu, ou leurs héritiers, la nécessité, le désir, le besoin de modifier le cours des choses, des rapports sociaux, et de proposer une réforme ou même une révolution sociale profonde. Mais encore une fois, tout ce que Pierre Leroux, avec tout son génie et sa culture immense, a pu penser, écrire et faire, parce que c'est aussi un acteur social et politique, tout ça s'enracine dans une pratique ouvrière et syndicale, d'une part, et aussi dans une histoire qui est déjà longue. Autrement dit, le socialisme français, républicain, n'est pas né, comme on pourrait très bien le dire d'ailleurs, de ce que Leroux a commencé à écrire en 1832. C'est à peu près en 1832 que vraiment son œuvre arrive à maturité et à des formulations magnifiques dont j'aurai à parler. Mais en réalité, il y a derrière ces œuvres si significatives et éloquentes de 1832, il y a déjà un background historique considérable. Cet arrière-fond historique, évidemment, c'est la pensée des Lumières, avec Rousseau en particulier, mais c'est aussi toute la Révolution, et c'est aussi les premières associations ouvrières des années 1830. Et quand je dis la Révolution, alors, parmi les Lumières, j'ai insisté bien sûr sur Rousseau, et en particulier son discours sur l'inégalité et le contrat social, mais dans la Révolution, ce que Leroux lui-même d'ailleurs, mais il n'était pas le seul, mettait particulièrement en avant, c'était la Déclaration des droits de 1789, bien sûr, mais aussi et beaucoup celle de 1793, qui appartient à Robespierre. Robespierre qui n'est pas seulement un coupeur de tête, même s'il l'a hélas beaucoup trop été, mais qui est aussi l'auteur, avec ses camarades, je présume, de cette admirable déclaration de 93, qui n'a jamais été appliquée, bien sûr, mais qui contenait ce qu'on peut appeler des droits positifs. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas seulement de liberté, mais il s'agissait aussi, en particulier, d'assurer à tous les citoyens de la nation les moyens de vivre convenablement. Et le droit de propriété était décrit comme quelque chose non pas d'intangible et de sacré, mais de relatif aux différentes époques et aux différentes sociétés. Et d'ailleurs, Jaurès, un siècle plus tard, qui est à beaucoup d'égards le continuateur de Leroux, saluait cette déclaration des droits de 1793 comme peut-être pas l'acte de naissance du socialisme, je ne dis pas qu'il a eu cette formule, mais c'est à peu près ce qu'il a dit. Donc, ce socialisme naissant dans les années 1830, vous voyez, a quand même des lettres de noblesse, si l'expression n'est pas trop malheureuse, très importantes. Mais le deuxième phénomène, c'est 1830. Réfléchissons une minute à 1830. Pourquoi cette date? 1830, c'est la fin de la Restauration, c'est la Révolution de Juillet. Donc la monarchie exit l'aristocratie et l'Église, au moins dans une certaine mesure. Et pour être simple et clair, 1830, c'est la bourgeoisie au pouvoir. C'est Louis-Philippe, mais peu importe, mais c'est la bourgeoisie au pouvoir. Je dirais presque d'une formule que le monde moderne commence le 28 ou le 29 juillet 1830. Le monde moderne arrive au pouvoir, le monde moderne plutôt commence, et l'économie politique, ou le capitalisme, si on veut parler en termes crus, arrive au pouvoir.
Et c'est donc immédiatement qu'on voit apparaître des protestations de toutes sortes et des recherches de solutions alternatives. Et aussi la formation d'associations ouvrières clandestines, puisque c'était quand même une époque de censure pour la presse et où le droit d'association n'existait pas. Et les toutes premières associations ouvrières ou tentatives syndicales de la part de la classe ouvrière naissante, mais quand même déjà constituée et relativement abondante, pour se défendre, se syndiquer, imposer un tarif aux patrons ou faire des caisses de solidarité pour les travailleurs chômeurs, malades, trop âgés. Donc, vous voyez, la pensée socialiste républicaine s'enracine dans cette histoire que j'ai résumée très vite, et dans des pratiques ouvrières. Alors, Pierre Leroux, lui, maintenant, je pourrais présenter sa personne un petit peu plus. D'abord, c'est un fils du peuple. Deuxièmement, c'est pratiquement je dirais pas tout à fait que c'est un autodidacte, parce que il a eu la chance quand même de faire d'excellentes études dans un lycée à Nantes. Il a eu, d'après une bourse de l'Empire, il a eu une très bonne formation en lycée. C'est pas aller plus loin, c'est pas un universitaire, c'est pas du tout un professeur en Sorbonne, c'est ni même quelqu'un qui aurait passé ses certificats de licence et d'autres choses. C'est un autodidacte et dont le parcours autodidacte de génie, comme on en rencontre quelques-uns par siècle, mais qui a eu un parcours politique très significatif parce qu'il s'est d'abord engagé dans le carbonarisme sous la Restauration. Il s'agissait de chasser les rois, qui étaient revenus après la Révolution, de chasser les rois par des moyens violents de conspiration. Et au moment où les 4 sergents de La Rochelle ont été guillotinés, Pierre Leroux a dit c'est une impasse. C'est pas par ce moyen-là qu'on arrivera à faire des réformes et des révolutions. Il faut utiliser des moyens pacifiques et en particulier commencer par la formation et l'éducation de la classe ouvrière et de la jeunesse par des moyens de journalisme et de militantisme. Et puisqu'on a parlé de la Commune, si on parle de la Commune, il faut voir que la Commune, beaucoup plus tard, au moment de la mort de Leroux en 71, a envoyé une délégation très respectueuse sur la tombe de Leroux, mais en même temps, ce n'était pas tout à fait. Il y avait quand même une certaine opposition parce que Leroux est pacifiste. Il est pacifiste. Il ne l'a pas été dans le carbonarisme. C'était une conspiration violente, mais il s'est très vite convaincu des impasses de la révolution sanglante. Et cela s'est vérifié dans le drame de juin 48, où 8 ou 10 000, enfin il y a eu une répression effroyable, un bain de sang, et loin que le moindre progrès social ait été acquis à ce moment-là, ça a été une épouvantable régression. Donc Leroux, au moment sort du carbonarisme et fonde le journal Le Globe, qui est un journal libéral sous la Restauration, libéral par des moyens pacifiques au lieu des moyens de la conspiration des Carbonari. Et à ce moment-là, je vais vite, je vais peut-être aller un petit peu vite pour pouvoir garder assez de temps pour la suite, parce qu'il y a encore bien des choses importantes. Mais lorsque arrive la révolution de 1830, la majorité des camarades de Leroux au sein de la rédaction de ce journal, Le Globe, passent à l'orléanisme, c'est-à-dire deviennent ministres, quelquefois, ou en tout cas soutien de Louis-Philippe, c'est-à-dire précisément du libéralisme qui institué. C'était d'une certaine façon logique. Un journal libéral débouche sur le soutien au régime libéral qui s'institue en 1830. Leroux n'est pas de cet avis. C'est un fils du peuple qui a des sentiments beaucoup plus prolétariens et qui, à ce moment-là, rejoint
un autre mouvement extrêmement différent qui est le saint-simonisme. Et le Roux devient saint-simonien, ça va durer 1 an, de novembre 30 en novembre 31. C'est un passage très bref, mais extrêmement significatif et intéressant. Parce que les saint-simoniens, je ne dis pas Saint-Simon, qui est mort depuis 5 ans, en 1825, mais ses disciples, notamment Saint-Amand Bazard et plus encore Prosper Enfantin, ont créé une sorte de secte sans aucune connotation religieuse, sans aucune connotation péjorative, mais justement une secte semi-religieuse, mais surtout tournée vers les problèmes sociaux. Et d'un mot, je dirais que le saint-simonisme est la première forme du socialisme en France. Sans le mot socialisme n'existait pas, ou alors à dose homéopathique, mais ça ne voulait rien dire en France jusqu'en 1830 et même 1832 que le mot socialisme. Mais il l'était, sans le dire. Et ça, c'est un domaine de l'historiographie qui est pas inconnu, mais terriblement sous-estimé, c'est que la lutte des classes, la lutte des prolétaires contre les bourgeois n'est absolument pas une invention ou une découverte du marxisme en 1848, ça fait partie de la terminologie courante des saint-simoniens à partir de 1830. Donc l'idée que la société, l'idée de l'exploitation de l'homme par l'homme, voilà encore une expression saint-simonienne, l'idée de mettre un terme à l'exploitation de l'homme par l'homme, la première critique systématique de l'économie politique, elle est faite par le saint-simonisme. Je ne dirais pas tout à fait la première, parce que quand on cherche, on trouve toujours des traces avant. Et il y en a. Mais là, ça devient de plus en plus systématique. De plus, c'est un mouvement influent de plusieurs milliers de personnes qui a une audience tout à fait importante et qui va d'ailleurs former des personnalités tout à fait remarquables. Ce que je dirais quand même du saint-simonisme, malgré la sorte d'éloge que je suis en train d'en faire, c'est que cette secte avait quand même une tendance à l'organisation certainement trop poussée et était animée par une sorte de démon de l'organisation, et je veux dire que la liberté en souffrait. D'ailleurs, le saint-simonisme ne s'inspirait pas des droits de l'homme, justement, qu'elle méprisait plutôt en disant ce sont des parlementaires, des avocats bavards. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les problèmes sérieux, c'est-à-dire les problèmes de l'économie et aussi de la religion. Il y a toute une dimension religieuse, mais dont je ne veux peut-être pas parler ici, c'est pas vraiment le sujet, hein. Et il concevait d'ailleurs la réorganisation de la société sous une forme hiérarchique. Non pas sous une forme collectiviste, mais sous une forme hiérarchique. Hiérarchique, c'est-à-dire que la domination de la société, et en particulier de l'économie, serait entre les mains, alors tantôt des industriels, entendons par là des gens qui avaient des capacités techniques, les ingénieurs, des gens comme ça, mais aussi des artistes, qui sont des gens de sensibilité et de cœur, qui est une valeur qui était très mise en valeur précisément par Enfantin et ses amis. Donc une sorte de modèle pyramidal, mais visant à la promotion de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, encore une expression d'Enfantin et de ses amis, à savoir le prolétariat. Alors le Roux a été très séduit par cette première critique de l'économie politique. Il a énormément appris de choses, lui qui était dans une posture de libéralisme, avant tout de protestation contre les curés, les prêtres et la monarchie. Le problème social ne s'était pas encore beaucoup posé à son esprit, et cette fois il le découvre et il apprend énormément, parce que ces gens ont toutes sortes de réflexions très pointues sur l'impôt, sur les chemins de fer, sur les associations, sur l'organisation de la société. Il apprend beaucoup de choses, mais il claque la porte au bout d'1 an sur la question de la liberté. Et c'est tout à fait capital. Alors, il y avait la liberté sexuelle, mais ça, c'est relativement secondaire pour notre sujet aujourd'hui, parce que Enfantin prétendait réorganiser les couples et l'amour en assortissant lui-même, qui serait devenu grand prêtre ou grand pape de l'église saint-simonienne,
en assortissant lui-même les couples sur les bases les plus clairvoyantes et les plus éclairées, lui-même possédant cette clairvoyance et cette lumière. Bon, là, on voit tout de suite le dérapage qui concerne tant de sectes de toutes sortes depuis. Alors, c'est pas Leroux a tout de suite mis le holà. Bon, il était beaucoup plus puritain d'une certaine façon, mais il voyait bien aussi le danger. Mais ce danger se manifestait surtout dans le domaine économique d'une société complètement caporalisée, régentée par deux papes, parce qu'il y en aurait eu non pas un mais deux, Enfantin et Bazard, et tout un mécanisme autoritaire et pesant et bonapartiste, si on veut utiliser ce terme, et se serait mis en place si le saint-simonisme, qui n'a jamais produit rien d'autre que des idées, il n'est jamais arrivé au pouvoir d'aucune façon, et il n'a rien fait. Mais ce fut un laboratoire d'idées dont je parle et qui me paraît important, premièrement parce que ça a été l'un des laboratoires qui a formé Leroux, mais deuxièmement aussi parce qu'il me semble qu'on trouve dans le saint-simonisme les mêmes erreurs qu'on va trouver dans le marxisme ultérieurement, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse saisir la société à bras-le-corps et la réorganiser de A à Z selon un plan établi à l'avance. C'était exactement ça dans le saint-simonisme, et je crois c'est en tout cas mon opinion, qu'il y a le même vice de forme a priori dans ce que Engels a appelé le socialisme scientifique. L'idée même de science en matière politique et sociale est sans doute une aberration particulièrement malfaisante, mais le 19e siècle, surtout dans sa deuxième partie, a été une époque de scientisme effréné. Pourtant, dans le manifeste du Parti communiste, il y avait une critique des saint-simoniens et des socialismes utopiques. Alors, il s'agit, l'adjectif utopique est très intéressant. Bon, nous vivons sur l'idée qu'il existe deux socialismes. Alors, je reprendrai mon propos dans une minute, mais la remarque de Nicolas est tout à fait pertinente. Nous vivons sur l'idée, alors qu'il y a sans doute des racines dans le manifeste de Marx, mais c'est surtout Engels qui l'a popularisé, qu'il existe deux sortes de socialisme utopique et de socialisme scientifique. Bon, j'ai dit ce que je pensais du socialisme scientifique. À mon avis, c'est une idiotie. Bon, non seulement on a vérifié par l'expérience que le collectivisme, la planification totale collectivisée, non seulement ça ne marchait pas, mais ça aboutissait à des catastrophes, mais je dirais même que l'idée d'un a priori scientifique hegelien, avec des lois de l'histoire que l'on possède, que l'on maîtrise et qui seraient infaillibles, est une sottise. La preuve en est, c'est que plus personne aujourd'hui n'ose parler de cette façon-là. Mais qu'en est-il du socialisme utopique? Alors, je ne dirais pas que Marx avait tort de parler de socialisme utopique, parce que l'époque n'a pas il n'a pas manqué dans ces premières années du 19e siècle de penseurs complètement utopiques qui, en effet, comme je le disais, ont pris un grand papier sur leur table et ont dessiné une société parfaite, avec beaucoup de bonnes intentions, de sentimentalisme et de romantisme, mais aucune chance de réaliser quoi que ce soit d'efficace d'aucune manière. Alors, ce que je dirais, c'est que le saint-simonisme possède ce côté scientifique entre guillemets et utopique. À mon avis, il tombe dans les deux ornières, mais j'espère pouvoir montrer que Pierre Leroux n'est ni un utopiste ni un scientiste, parce que ces deux options me paraissent aussi funestes l'une que l'autre. Elles ont été abondamment illustrées dans le courant du 19e siècle et très au-delà, mais je ne vois trace d'aucun de ces deux péchés, si on peut dire, dans Leroux, qui en a au contraire fait la critique. Bon, si vous voulez, Fourier est un complète utopiste, ou KB aussi, et bien d'autres. C'est une époque
d'exaltation réformatrice où chacun brandit son idée et dit voilà, écoutez-moi les gars, j'ai trouvé la fève au gâteau. Alors, je reprends le cours de ce que j'essayais d'expliquer, c'est que Leroux en novembre 31, après une année de passage dans l'école ou dans l'église saint-simonienne, claque la porte assez violemment et va se mettre à réfléchir par ses propres moyens et avec ses amis républicains, parce que il y a plusieurs associations républicaines qui prennent leurs racines dans la Première République et qui commencent à préparer ce que sera la Deuxième République en 1848. Mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, parce que la République avait une réputation épouvantable. Pour la majorité des Français, la République, c'était la guillotine. Et l'admirable Déclaration des droits de 1793 était bien oubliée. Ainsi d'ailleurs que la devise liberté, égalité, fraternité, qui appartient à Robespierre, elle aussi, c'est une chose très oubliée par l'historiographie, et que Leroux précisément a ressuscité en disant que cette devise était admirable et parfaite, et que c'était celle qu'il nous fallait. Voilà ce qu'il disait dès 1832, c'est-à-dire bien avant 1848, la devise sera effectivement adoptée par le gouvernement provisoire. Alors, par contre, il voulait mettre fraternité au milieu de liberté et égalité, hein, c'est bien ça? Exactement. Il avait eu cette idée et je suis content de la remarque parce que il sera intéressant de comprendre pourquoi. Bon, ça n'a pas été, c'est pas ce qui s'est passé en 48. Mais l'idée était intéressante et justement, ce que fait Leroux en 32, donc, et qui est exprimé avant tout dans un texte parfait, donc il n'y a pas une virgule à toucher, qui s'appelle De l'individualisme et du socialisme, et qui est en réalité paru en 34, dans une revue fondée par Leroux. Ce qu'il fait dans ce texte, De l'individualisme et du socialisme, c'est sans doute la synthèse des deux expériences qu'il avait faites précédemment. Premièrement, l'expérience libérale dont j'ai parlé, tantôt au Globe, tantôt dans le carbonarisme, tantôt au Globe, ça c'est son expérience libérale, tantôt son expérience socialiste, avec des guillemets, au sein du saint-simonisme. Il en fait la synthèse parce que de son expérience libérale, il reste quand même quelque chose. La liberté, après tout, n'est pas un vain mot, ni dans le domaine politique, ni dans le domaine de la pensée, ni même dans le domaine social et économique. Et de l'expérience saint-simonienne, je l'ai dit, il retient peut-être pas l'idée d'égalité, puisque quand même c'était un système hiérarchique, mais un système hiérarchique en faveur du peuple et de la classe la plus nombreuse. Donc l'idée d'égalité était quand même là, et aussi l'idée d'organisation. Alors si vous voulez, il fait la synthèse parce que la liberté restera toujours une idée incontournable pour Leroux, mais l'organisation du travail, je vais employer ce terme, est aussi quelque chose d'absolument essentiel, si on reste à savoir sous quelle forme, mais d'essentiel si on veut justement résister à l'individualisme dominant et glacial qui est prégnant à partir de 1830. Donc, quand il dit, pour lui, la devise républicaine, si vous voulez, n'est pas une expression décorative pour mettre sur les en-têtes des lettres officielles et à la porte des écoles avec de jolis mots qu'on a enfilés comme des perles. C'est peut-être cela, mais c'est beaucoup plus, c'est tout un problème politique, c'est tout un programme politique. Un programme politique équilibré qui nous dit la liberté, c'est-à-dire, si vous voulez, les droits de l'homme de 1789, nous en voulons absolument, au lieu de dire que c'est un truc formel qui ne compte pas parce qu'il n'y aurait que les salaires et le pain qui seraient des choses sérieuses. Donc la liberté, nous la voulons absolument, mais l'organisation du travail ou l'égalité, si vous voulez, nous la voulons aussi. Tout le problème, c'est le sens de ce texte, de l'individualisme, c'est que il s'agit de deux pistolets tournés l'un contre l'autre. La liberté a sans arrêt tendance à grignoter ce que la société peut comporter d'égalité. Ça, c'est la logique même du libéralisme. Mais l'égalité, de son côté, quand elle est trop développée par une société organisée de type saint-simonien, marxiste ou autre chose,
finit par devenir un lit de Procuste, pour ne pas dire une caserne, ou encore pire, un goulag. Donc, comment équilibrer ces deux valeurs, ces deux forces, aussi essentielles l'une que l'autre, mais en même temps en conflit l'une avec l'autre. Et c'est là qu'intervient la fraternité. Entendons la culture, l'éducation, le journalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recette a priori du problème politique et social tant que les hommes ou les citoyens n'ont pas dans leur cerveau et dans leur cœur la volonté de vivre ensemble d'une certaine façon. On ne peut pas faire, il n'y a pas de mécano ou de mécanisme social et de recette toute faite. Rien ne se fera sans l'éducation et la mobilisation des cœurs et des volontés. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus, et c'est donc en ce sens que la fraternité a pour responsabilité de tenir l'équilibre entre trop de libéralisme ou trop d'organisation autoritaire. Voilà, je crois que là, on a déjà quelques bases assez claires et en effet une bonne première moitié de mon exposé. Alors après, pour continuer à présenter Pierre Leroux, il y aura bien des choses à dire encore. Et donc, il a développé son œuvre à travers différentes revues qu'il a dirigées et dans laquelle il a beaucoup écrit lui-même, la revue encyclopédique, la revue indépendante, la revue sociale. Il est aussi, alors ça c'est très ignoré, complètement ignoré de notre historiographie, et c'est un peu scandaleux vraiment, animé avec un de ses amis qui s'appelait Jean Reynaud, une encyclopédie considérable de 6000 pages, qui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Henri Heine, le grand poète allemand et qui a beaucoup soutenu, et qui s'est beaucoup passionné pour la politique française. Henri Heine disait que l'encyclopédie nouvelle, c'est son nom, était à la pensée socialiste et républicaine française, ce que la grande encyclopédie de Diderot était à la pensée bourgeoise des Lumières. Et je crois que c'est absolument vrai. La comparaison n'est pas truquée, c'est pas une fausse fenêtre pour la symétrie, comme dirait Pascal, car j'ai beaucoup pratiqué cette encyclopédie. À vrai dire, j'ai lu tous les articles de Leroux, mais il en reste des centaines d'autres que je n'ai pas lus, de ses collaborateurs. Ceux de Jules, son frère, vont d'ailleurs être réédités au bord de l'eau en même temps que l'anthologie de Leroux dont je vais parler. Et Jules était plus économiste et plus radical d'ailleurs que Leroux. Ce sera intéressant de comparer et de voir. Mais en tout cas, il s'agit d'une pensée économique et sociale qui a 15 ans d'antériorité par rapport au marxisme. Donc, dans cette encyclopédie nouvelle, Leroux écrit beaucoup, et je ne citerai qu'un de ses articles, l'article Égalité, puisque c'est un peu le thème de notre soirée. Et dans l'article Égalité, on trouvera évidemment alors toute une histoire de l'égalité depuis l'Antiquité, parce que Leroux est un érudit extraordinaire qui a une connaissance lui-même. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il crée une encyclopédie. Il avait fait une première revue qui s'appelait Le Globe, une deuxième qui s'appelle la revue encyclopédique. C'est un esprit absolument universel. Je disais autodidacte, mais autodidacte, dimension XXL. Sur les civilisations jusqu'en Extrême-Orient ou l'histoire des religions et la littérature. Il est très très calé en littérature et il a donné d'ailleurs des textes admirables et extrêmement pertinents sur l'histoire littéraire. Bref, dans l'article Égalité, on trouvera, alors premièrement et bien sûr, même si je ne développe pas, une critique de l'économie politique et par exemple, l'expression que la société libérale a fait une grande ironie, c'est l'expression de Leroux, une grande ironie en promettant, en proclamant la liberté de la concurrence, en disant voilà, vous êtes tous égaux, les gars, vous mettez tout sur la même ligne et que le meilleur gagne. Bon, c'est l'idéologie libérale américaine. Leroux dit non, très bien, c'est une très grande ironie parce qu'en réalité c'est une course à handicap et certains sont lourdement handicapés comme s'ils avaient des semelles de plomb par tout un passé, une position sociale, etc. Alors que d'autres évidemment ont des chaussures de sprinter et on va s'apercevoir très vite que votre soi-disant égalité débouche sur
une société qui ressemble au bagne de Toulon. Vous voyez, la vigueur sociale et révolutionnaire est absolument là. C'est en 1834, ce texte de Leroux. Il aurait été très critique en lisant les textes des traités européens, qui sont pour la concurrence libre et non faussée comme dogme. Certainement. On ne s'avance pas beaucoup en le prédisant. Il y a deux aspects, alors un peu secondaires, mais pas du tout secondaires en réalité, très importants aussi. C'est le féminisme, qui est très très vigoureux de la part de Leroux, et parce que ça encore c'est un héritage saint-simonien. Ces simoniens avaient des femmes aussi très nombreuses qui ont développé toute une pensée féministe. C'est peut-être pas la théorie du genre d'aujourd'hui, mais je vous assure que ça allait loin. Et c'était des militantes. George Sand n'en fait pas tout à fait partie, mais elle est à la frontière. Il y a Flora Tristan, il y a Pauline Roland, et puis il y en a des dizaines d'autres moins connus, qui font des journaux, et ce sont des militantes admirables et un peu insensées d'ailleurs, qui vont sur les chemins, qui vont sur les routes, faire de la prédiction sur les marchés. Certaines sont allées jusqu'en Égypte. C'est une histoire à la fois très belle et un peu folle. Alors, Leroux n'a pas hérité de cette folie, mais a quand même proclamé, c'est un des grands textes de l'article égalité, Ève est l'égale d'Adam, et provoqué et proposé le droit de vote pour les femmes, ce qui évidemment faisait rigoler tout le monde en 1848. Mais il y a de très beaux textes qui aujourd'hui seraient complètement banals si ce n'avait un siècle d'avance sur ce qui est banalisé en France, et encore pas tout à fait. Alors ça, c'est l'égalité non seulement des classes, mais aussi des sexes, et pour avoir un beau triangle, il nous faut des races. Et l'Encyclopédie Nouvelle est particulièrement anti-raciste. Et par exemple, je rappellerai que Victor Schellcher, celui qui a laissé son nom en 1848 lors de l'abolition de l'esclavage, était un ami de Leroux, faisait partie de ses équipes républicaines dès avant 1848. Et oui, contre l'esclavage aussi, il y a eu toute une action contre l'esclavage qui avait encore cours, bien sûr, à cette époque-là. Et aussi, une question capitale, c'est la question de l'antisémitisme. Question tout à fait capitale, parce que nous savons qu'hélas, la quasi-totalité des penseurs et des mouvements socialistes du XIXe siècle étaient antisémites. Le marxisme, peut-être pas en tête, mais y compris, en tout cas Marx était antisémite. Bon. Et il y a des choses admirables dans l'Encyclopédie Nouvelle et dans d'autres textes de Leroux sur le peuple juif. Et Leroux connaît le grief qui est fait aux Juifs et notamment à Rothschild. C'est à cause de Rothschild beaucoup qui, lui et ses, je sais pas, 4 ou 5 fils avaient la main, en effet, sur les finances européennes à beaucoup d'égards. Ça, c'est pas une mythologie, c'est une réalité. Et les usuriers juifs, etc. Mais Leroux disait que ce qui était vrai de certains juifs était la conséquence des persécutions qu'ils avaient subies pendant des siècles. Et il ajoutait, parce qu'il s'était beaucoup intéressé à l'Antiquité, aux histoires et aux religions antiques, comme je le disais tout à l'heure, il ajoutait que si un peuple devait mériter la palme unique, ce serait peut-être bien le peuple juif, à cause du mythe universel d'Adam et Ève. Mais encore on pourrait discuter de ça, parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus fâcheux concernant Cham et Japheth dans la Bible. Mais il disait quand même que le peuple juif était un peuple dans lequel il n'y avait pas de caste. Et que, en ce sens-là, c'était une préfiguration de la société socialiste de l'avenir, alors que tous les autres peuples de l'Antiquité, évidemment, étaient des peuples dans lesquels il y avait des castes superposées les unes sur les autres. Donc, voilà, j'insisterai sur ces trois dimensions du socialisme entendu, donc non pas au sens étroit de social, mais social en effet, sans concession, sur l'importance de la chose, mais aussi féministe et antiraciste. Donc il me semble qu'on a là un bouquet assez remarquable. Bon, sur quoi avais-je enchaîné? Peut-être sur 1848, parce que Leroux s'est présenté aux élections de
février 48 ou plutôt c'est en avril qu'il a été élu. Enfin, peu importe, hein. C'est en avril, en même temps que Hugo, si vous voulez. Et il a ce que je pourrais dire, pas tant de son rôle de député socialiste républicain en 48, mais du rôle de 48, oui. La révolution de 48 est peut-être notre plus belle révolution à certains égards, parce que elle a jeté les bases. Malheureusement, elle n'a fait que jeter les bases, parce que, comme vous savez, elle a été interrompue dans un épouvantable bain de sang dès le mois de juin. Donc de février à juin, il y a un magnifique printemps, mais le printemps ne fait pas... le printemps n'est qu'un printemps. Et il y a bien d'autres printemps qui ont mal tourné, hein, et celui-là aussi a mal tourné. Mais enfin, il a quand même jeté les bases de deux choses, en schématisant un petit peu. Je dirais la sécurité sociale et la législation du travail. Bon, ces mots n'existaient pas, mais il y a quelque chose qui s'appelle la Commission du Luxembourg, qui était dirigée par Louis Blanc, qui est un ami de Leroux, et qui est, je crois, un excellent point de repère, qui a écrit un livre qui s'appelle L'organisation du travail, qui a été publié, réédité, je crois, une vingtaine de fois, qui a eu un succès considérable dans les années 30 et 40, et qui, en dépit de son nom, n'est pas une organisation systématique, mais si on l'étudiait de près, on verrait qu'il y a une balance très savante entre les initiatives des associations et l'organisation bel et bien de la société. Il ne faudra pas que j'oublie de dire un mot de l'anarchisme tout à l'heure. Alors, sur la base des pratiques ouvrières et syndicales associationnistes depuis une vingtaine d'années, déjà de 1830 à 1848, hein, la Commission du Luxembourg, présidée par Louis Blanc, a même commencé à mettre en place des associations mutuelles de sécurité sociale, et aussi des embryons de législation du travail. Par exemple, fixer un âge en dessous duquel un enfant ne pourra pas aller travailler dans une mine ou ailleurs, limitation de la journée de travail à 11 heures ou à 14 heures plutôt qu'à 15 ou 16, imposition d'un tarif, c'est-à-dire d'une sorte de salaire minimum par corps professionnel. Voilà tout un ensemble de mesures de cet ordre. Bon, tout ça a été pratiquement balayé lors de l'épouvantable guerre civile de juin 48, c'est-à-dire de la reprise en main par la bourgeoisie, finalement, de ces initiatives sociales et socialistes. Mais c'est évidemment ce qui fait notre histoire sociale, puisque on verra tout ça ressurgir, notamment au moment du Front populaire et en 1945, avec De Gaulle et la planification, les institutions des années 45. Hein. Alors après juin, oui, Leroux est resté député jusqu'au 2 décembre, hein, puisque la Seconde République, hein, je le rappelle, a duré 4 ans, hein, 48, 49, 50, 51. 2 décembre, coup d'État, Napoléon III, qui n'était pas encore Napoléon III, qui était juste le prince-président, ne veut pas quitter le fauteuil présidentiel, fait un coup d'État, il y a quand même 2000 victimes, je crois, une répression absolument effroyable et épouvantable, et Leroux, Hugo, et des milliers d'autres, hein, il ne faut pas croire que Hugo, il a voulu faire croire qu'il était tout seul, il y en avait des milliers d'autres, se retrouvent exilés à Londres, à Bruxelles, et beaucoup aussi à Jersey, où Hugo, là, il y a tout un épisode un petit peu romanesque d'ailleurs, mais très significatif et intéressant, d'une magnifique amitié entre Leroux et Hugo, qui a terminé en un drame effrayant, une détestation, une haine mutuelle, un petit peu comme qui me fait penser beaucoup à cette espèce de drame quasiment cornélien, qui est la très belle amitié de Péguy et de Jaurès, qui se sont retrouvés finalement complètement opposés en 14, qui sont morts presque le même jour, ou à 2 jours d'intervalle, l'un pacifiste, l'autre pensant qu'il fallait faire la guerre. C'est un peu le même drame cornélien et très intéressant.
Enfin, je ne veux peut-être pas m'arrêter sur ce point, si intéressant soit-il, parce que ce serait peut-être plus intéressant de ne pas oublier de parler de l'anarchisme et des trois internationales, parce que je veux être sûr, pour boucler mon petit discours, de bien marquer les deux dates que j'ai proposées pour commencer. 1830, je crois m'en être un petit peu expliqué. Venons maintenant aux trois internationales du travail qui se sont succédées. Alors la première internationale, je ne sais pas si c'était en 1869 à peu près à Londres. La deuxième, ça doit être 89, je suis pas absolument sûr de mes dates. Et la troisième, c'est à Moscou en 1919, je crois. C'est-à-dire que des mouvements sociaux, bien sûr, il n'y en avait pas qu'en France, il y en avait dans l'Europe entière, et certainement peut-être au-delà. Songeons que la révolution de 1848, qui était surtout une révolution contre les rois, en dehors de la France, je veux dire. La révolution de 48, nous le savons bien, a essaimé à partir de Paris. Il y a eu des révolutions un petit peu dans toutes les capitales d'Europe, un peu comme en mai 68, si vous voulez. Bon, malheureusement, ça n'a rien donné, et c'est la répression qui l'a emporté. Mais nous parlons d'un mouvement qui n'est pas seulement français. Bon, il y a aussi un socialisme allemand bien connu, dont donc il faudra sans doute reparler, mais en Angleterre aussi, et dans pratiquement tous les pays d'Europe, d'où la nécessité de fédérer, de regrouper ces différents mouvements sociaux, qui ont évidemment non seulement des couleurs nationales, mais aussi des théories et des idées différentes. Et j'ai insisté sur l'équilibre entre la liberté et l'égalité du côté de l'euro et du socialisme républicain, et il me semble d'une planification beaucoup plus autoritaire et rigide du côté hégélo-marxiste. Alors, que s'est-il passé au moment des trois internationales? Au début, c'est-à-dire lors de la première internationale, première réunion des associations politiques et sociales européennes à Londres, donc, il y avait vraiment deux tendances qui étaient à peu près au coude à coude. C'est-à-dire la tendance engelsiste, marxiste, et la tendance anarchiste. Le socialisme des républicains, dont je parle, était déjà marginalisé. C'est-à-dire que l'histoire française a été vraiment dramatique à cette époque-là. J'ai fait allusion au bain de sang de juin 48. Ensuite, il y a eu la terrible répression du 2 décembre et l'exil sous le Second Empire de toutes les têtes pensantes et de tous les militants avancés de la République sociale. Et en fait, ils ne s'en sont jamais vraiment relevés. Par contre, il y a eu une renaissance de cette idéologie à l'époque de Jaurès, de Péguy et de nombreux penseurs et mouvements ouvriers plus tard. Alors, dans les années de la fin du 19e siècle et au moment de l'affaire Dreyfus. Mais pour le moment, au début des années 60, à la fin des années 60, ce qui émerge, c'est donc le marxisme d'un côté et l'anarchisme. Alors, l'anarchisme, c'est Proudhon, dont je n'ai pas encore parlé, mais Proudhon est mort à ce moment-là, ou mourant, ou mort, et c'est Bakounine ou Kropotkin qui vont prendre sa suite. Alors, la pensée anarchiste, c'est surtout une pensée de l'association. C'est une pensée du refus de l'État. Donc, on est en opposition diamétrale avec l'étatisme de type marxiste. Et je dirais que Leroux se situe quelque part entre les deux, parce que lui et ses amis promeuvent une pensée de l'association en disant que les gens, il fait beaucoup allusion, que c'est au niveau local que des associations de travailleurs, mais aussi dans d'autres buts, doivent se constituer, et que le rôle de l'État n'est pas de tout organiser, mais de permettre et d'encourager cette dynamisation de la société civile par elle-même. Donc, il n'y a pas impasse faite sur l'État
comme étant intrinsèquement malfaisant et pervers. Non, on ne peut pas se passer de l'État pour un tas de domaines régaliens dans lesquels il est absolument indispensable, mais il ne doit pas être une hydre qui va entièrement phagocyter la société. Vous voyez, on est dans une situation d'équilibre. D'ailleurs, la pensée de Leroux est toujours triangulaire. J'ai dit liberté, égalité, fraternité. Vous avez vu en quel sens on avait un système de contrepoids un petit peu. Montesquieu parlait des contrepoids. Moi aussi, Leroux aussi, dans un système de contrepoids. Donc, on n'est pas dans une pensée ni d'un extrémisme ni d'un autre, mais dans une pensée fondamentalement dialectique, sans que ce mot ait la moindre connotation hegelienne, mais je préférerais parler de contrepoids. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Bon, alors j'en étais à la première internationale pour dire que à ce moment-là, les anarchistes d'une part et les marxistes d'autre part étaient, je suis pas historien de cette partie des choses, mais d'après ce que je comprends, étaient à peu près en équilibre. Alors qu'au moment de la deuxième internationale, le socialisme anarchiste est pratiquement évacué et on n'en entendra plus parler. Au point qu'au moment de la troisième internationale à Moscou en 1919, alors là c'est absolument terminé et c'est le léninisme qui prend le gouvernail entièrement du socialisme dans tous les partis communistes d'Europe et du monde et dans les révolutions communistes dans tous les pays qui les ont connus. Donc, si vous voulez, le socialisme républicain dont nous parlons là est un petit peu une cause perdue. Enfin, historiquement, c'est une cause perdue, dont la valeur me paraît cependant très grande. Et quand on relit ces textes, ils ont une fraîcheur absolue, une pertinence. Ils ne sont pas tombés ni dans le totalitarisme, qui est bien sûr le drame du socialisme, ni dans l'antisémitisme, qui est un autre de ses péchés, parce que les socialistes français de l'époque de l'affaire Dreyfus, les Lafargue et les Vaillant et les Mamanquin, là, étaient radicalement antisémites et anti-dreyfusards, et c'est une page qui n'est pas glorieuse de notre histoire sociale. Donc, ce socialisme républicain me semble avoir gardé beaucoup de grandes qualités. Il me faudrait le temps d'ouvrir les textes et de les lire sur un tas de sujets. Mais il est vrai que historiquement, malgré les bases que j'ai pu dire avoir été jetées en 48, ce fut une impasse. Ce fut une impasse puisque un autre courant beaucoup plus fort et beaucoup plus organisé l'a emporté. Mais on peut y trouver encore une nourriture parce que beaucoup des réflexions de Leroux et de ses amis restent d'une très grande pertinence aujourd'hui. Bien sûr, les conditions de la mondialisation sont tellement différentes, mais somme toute la pensée politique et sociale française, et je dirais même européenne et mondiale, est née en France dans les années 1830. Le clivage droite-gauche est né sous la Révolution, nous le savons bien, mais toute la pensée, toute la terminologie, toutes les problématiques sur lesquelles nous vivons encore sont nées à cette époque-là, dans les années 1830, y compris toutes les erreurs et toutes les bévues qui vont avec. Et donc, l'entreprise que j'entreprends à la suite de mes prédécesseurs, en essayant de promouvoir la pensée et les textes de Leroux, c'est de revenir exactement à l'endroit où il y a eu une erreur d'aiguillage et où un mauvais chemin, à mon sens, a été emprunté avec les résultats qu'on sait. Oui, mais alors justement, on sait très bien que le système, la tentative socialiste, les systèmes soviétiques, c'est cette société d'égalité n'a pas fonctionné, s'est écroulé, et on sait très bien que c'est le libéralisme, l'individualisme qui a pris le dessus. D'ailleurs, il y a un économiste américain qui parlait de turbo-capitalisme, c'est-à-dire que on est parti dans ce sens-là. Alors, l'équilibre du socialisme républicain, comme tu l'as bien expliqué, c'est un équilibre grâce à la fraternité entre la liberté et l'égalité. Elle parle aujourd'hui. Elle a
elle peut être une source à laquelle aller chercher des éléments de réflexion et de doctrine, d'autant que nous qui sommes des militants familiaux, hein, c'est-à-dire que nous à l'UFAD, nous sommes une association familiale. En fait, on est avec les gens, et c'est pour ça qu'on est hermétique au système de pensée dogmatique, parce qu'on sait très bien que les dogmes, les gens n'y adhèrent pas. C'est-à-dire que les gens sont adeptes de liberté. Alors, moi, la question que je souhaiterais poser, c'est est-ce que les travaux de Leroux, et tu nous parleras de toutes tes publications, et notamment celles qui vont arriver, est-ce que chez Leroux, on peut aller chercher des éléments pour rebâtir l'égalité, c'est-à-dire rebâtir un mouvement de recherche de l'égalité? Parce que là, actuellement, quand on parle de socialisme, quand on parle d'égalité, on nous dit bah oui, c'est utopique, vous voyez bien, ça échoue, ça marche pas, etc. Bon, est-ce qu'on peut aller trouver encore chez Leroux des choses d'actualité qui permettraient de donner une viabilité à l'égalité? Alors, tu n'en as pas parlé, mais il a aussi pensé l'économie locale, hein, l'économie circulaire. Il a tout un tas de choses innovantes qu'il a vu. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que Leroux pourrait être notre inspirateur? Je crois qu'il sera en effet, mais avec la pensée anarchiste d'ailleurs, le penseur de l'économie circulaire et sociale et solidaire. D'ailleurs, plusieurs chercheurs d'aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions, dont les noms ne me viennent peut-être pas à l'esprit, se sont effectivement intéressés à Leroux. C'est une pensée fondamentalement de l'association. Et c'était pas une évidence, c'était une conquête, parce qu'encore une fois, les associations étaient interdites en 1830, et depuis la loi Le Chapelier, sous la Révolution, on ne voulait plus entendre parler d'association. Bon, et Leroux a milité dans des associations, et en particulier les associations de typographes, parce que j'ai oublié de dire qu'il était typographe, il s'était donné une formation de typographe. Et les typographes étaient un peu la tête de colonne de la classe ouvrière, parce qu'évidemment, c'est des gens qui étaient plus instruits de par leur métier. Bon, mais la grande idée, si vous voulez, c'est que l'histoire se fait en avançant et non pas a priori. Voilà. Bon, ça, je l'ai déjà développé. Et j'ai insisté sur la volonté, sur l'éducation. Ça répond peut-être pas exactement à votre question, mais il y a une chose dont j'ai oublié de parler, dont j'ai pas oublié de parler, mais que j'ai écarté peut-être un peu rapidement, c'est la dimension religieuse des choses. Parce que là encore, il y a avec le marxisme évidemment un conflit très violent, puisqu'on sait comment tout phénomène religieux a été écarté de façon très violente. La religion, c'est l'opium du peuple, terminé. Leroux est aussi anticatholique que Voltaire. C'est pourquoi je me suis permis de dire c'est archi faux. Et c'est vraiment des calomniateurs qui ont pu dire que Leroux était un penseur mystique. Premièrement, il n'a absolument rien de mystique. Et deuxièmement, il n'est pas catholique du tout. Et il n'a cessé de combattre avec la dernière vigueur les péchés de l'Église catholique. Ces péchés, c'est principalement de s'être allié avec l'aristocratie sous l'Ancien Régime et avec la bourgeoisie à partir du XIXe siècle et en particulier du 2 décembre. Donc, aucune question sur ce plan-là. Mais, alors, je réponds un peu à côté de la question, mais ça va être intéressant quand même. Mais grand respect pour le christianisme. Je vais vous donner une anecdote. Puisque j'ai parlé de Jules Leroux, lorsque Jules croisait le curé à Boussac, il crachait par terre. Leroux se découvrait. Donc, vous voyez, la différence de tempérament, c'est un sujet anecdotique. J'ai parlé du couple Leroux-Hugo. Voici maintenant un autre sujet un petit peu romanesque. Mais plus fondamentalement, revenons un petit peu en arrière sur le saint-simonisme, parce que Saint-Simon a écrit un texte magnifique en 1825 qui s'appelle Nouveau christianisme, et dans lequel il dit ce que
Jésus a fait en son temps, eh bien, l'œuvre qu'il a commencée, nous devons la continuer, mais en recourbant vers la terre les paroles de fraternité que le Christ avait orientées trop vers la morale, la psychologie et surtout vers le ciel. Ce n'est pas du tout vers le ciel, vers un paradis et un enfer tourné siégeant dans la stratosphère, dans un autre monde, qu'il y a lieu d'interpréter la religion chrétienne, mais en faveur des prolétaires, c'est-à-dire en faire une religion terrestre. Donc, vous voyez, un rapport très nuancé avec le christianisme, dont Leroux est l'héritier, qui ne consiste pas à balayer tout ça d'un revers de main, sachant très bien que nous vivons dans une vieille société chrétienne, et l'idée, si vous voulez, en résumé, c'est que entre la fraternité chrétienne et la fraternité républicaine, il n'y a pas une différence de nature. C'est toujours la même fraternité qu'il s'agit de cultiver, que l'Église catholique a beaucoup trop trahi. Bon, déjà avec le protestantisme, Leroux est beaucoup plus sympathisant des protestants et des juifs qu'il n'est de l'Église catholique. Mais ça ne l'empêche absolument pas d'être chrétien et d'insister par conséquent sur la continuité des traditions. Continuité critique, évidemment, mais continuité. Et là, ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée, Nicolas, que tu m'as posée, de savoir comment faire revivre ces communautés, qu'elles soient communales, qu'elles soient syndicales. Il s'agit aussi d'entretenir des liens et en s'inspirant du meilleur de ce que le passé, des héritages du passé, et non pas de faire une table rase et de tout reconstruire à zéro. Donc peux-tu donner la liste des ouvrages qu'on peut se procurer pour faire connaissance avec la pensée de Pierre Leroux? Je crois vraiment, je répète ce que je disais tout à l'heure, il faut prendre l'anthologie de Pierre Leroux, inventeur du socialisme, au bord de l'eau. Cette très bonne petite maison d'édition de Bordeaux, le bord de l'eau, fait un énorme travail en faveur de Leroux et d'autres penseurs du même type. Je rebranche mon ordinateur. Vincent Payon, d'ailleurs, publie aussi différents ouvrages sur Leroux au bord de l'eau. Alors cette anthologie n'est plus disponible, mais sera, je l'espère, très rapidement à nouveau disponible en librairie. La première des choses, c'est les textes de Leroux, et on en trouvera de façon éparse dans les librairies, de façon très confidentielle d'ailleurs, mais éparpillée, difficile d'accès. Lorsque l'anthologie reparaîtra, ce sera vraiment un petit manuel de 350 pages qui permet de faire le tour de la question, et si je n'ai pas trop mal choisi les textes, on arrivera vraiment à la cible. Bon, je suis en train de publier, toujours au bord de l'eau, un autre ouvrage dont j'ai plaisir à parler, qui est la synthèse des travaux de mon père Jacques Villard, qui s'est passionné en effet pendant toute sa vie pour Leroux, mais mes premiers mots étaient inspirés de sa propre pensée. Il ne s'agit pas de Leroux. Il s'agit d'une tradition du socialisme républicain dont Leroux est à la fois le meilleur représentant, mais une pièce du puzzle, et qui se continue jusqu'à Jaurès et Péguy. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est la continuité qui est importante en la matière. Alors, cet ouvrage s'appellera Les Esprits fraternels. Donc, l'auteur, on n'a pas encore décidé si l'auteur serait Bruno Viard ou Jacques Villard, mon père, puisque c'est un ouvrage à deux mains sur 2 générations, si vous voulez. J'ai fait là encore, comme j'avais fait pour l'anthologie de Leroux, une synthèse de milliers de pages que j'essaye d'avoir. J'ai fait une sorte de compression, comme dirait César, pour rendre ça accessible au plus grand nombre. Le titre en est donc Les Esprits fraternels, et je pense que c'est pour le juin-juillet que les choses paraîtront. Très bien. Il y a d'autres titres, mais enfin, je crois qu'en allant au plus pressé, c'est ça. Tu as cité les socialistes républicains et l'Orient, le socialisme républicain et l'Orient, où Leroux exprime vraiment des vues extrêmement ouvertes, et c'est important dans tous les débats actuels sur le décolonialisme de voir l'ouverture qu'on pouvait avoir à cette époque-là.
Parfait, merci de nous avoir donné ces références. On manquera pas de commander les livres si on les a pas, mais je suis sûr que les auditeurs vont s'intéresser. Et nous avons bien compris que Pierre Leroux était un penseur de l'égalité qui, conforme à l'esprit républicain, peut incarner un guide, une boussole, c'est-à-dire que une référence. Voilà, c'est ça qui est intéressant, puisque véritablement en ce moment, il faut réarmer les militants si on veut transformer la société, enfin l'améliorer tout au moins. Bruno, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bruno. Oui, un grand merci Bruno alors vraiment là sur toute la partie du 19e siècle. Si on ne connaît pas ce siècle-là, là en tout cas, on a beaucoup de moments d'histoire, de rappel avec toute l'histoire de Pierre Leroux. C'est vraiment très très intéressant, Bruno. Bon, vous êtes très gentil de me remercier, mais croyez bien que je vous remercie à mon tour de me donner la parole, parce que toutes ces idées, tous les efforts que je fais depuis des années, c'est pour les transmettre, et ce n'est pas tout de publier un livre, encore faut-il attirer le regard sur lui et rendre ses idées intéressantes. Je crois que vous me donnez un bon petit coup de main. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Et donc voilà, merci Bruno Viard, voilà, belle intervention. Bon, maintenant on sait tout de Pierre Leroux, Nicolas. On en sait un peu plus. Par contre, il a eu une telle œuvre, une vie tellement remplie qu'il faut maintenant se pencher. Il faut se pencher, acquérir les bouquins sur Internet. On peut lire ses livres numérisés. Il y a une bibliothèque des socialismes utopiques dont on a parlé tout à l'heure qui existe. Voilà, il faut aller lire. Alors Vincent Payon pour commencer, c'est pas mal. Hein, ça permet de se plonger. Donc c'est aux éditions Bordelot aussi. Voilà, il faut devenir des lerouxistes. Voilà. On dit le roussiste, je sais pas, ou le roussien, ou je oui, ne sais le pas. Roussien, peut-être. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, il faut lire ce qu'a fait Pierre Leroux. Ouais. C'est très intéressant. Il a influencé du monde, hein, comme nous l'a dit Bruno tout à l'heure. Victor Hugo, voilà, ils ont été voisins. Enfin, bon. Ouais. Jaurès, Peggy. Jaurès, oui, effectivement, aussi. Et d'après Jacques Viard, enfin je rentre pas dans les détails, le père de Bruno, qu'on a entendu, Jacques Viard est arrivé à démontrer que De Gaulle avait été aussi influencé par Leroux. Eh ben dis donc, voilà. Si même De Gaulle, ouais. Si même De Gaulle a été influencé, c'est extraordinaire. Bon, bah très bien. Alors la prochaine émission, ça va être quoi? On aura qui comme intervenant? Alors, prochaine émission, on va écouter donc notre camarade philosophe Charles Coutel qui va nous parler de l'égalité de manière philosophique. Et ensuite, on va donc avoir l'intervention de l'économiste Gilles Ravaud. Voilà, alors ça va être passionnant. Gilles Ravaud a écrit dernièrement 2 bouquins indispensables. Alors il y a un petit bouquin toujours au bord de l'eau qui s'appelle La dispute des économistes, où il fait un petit précis de tous les théoriciens. Alors il n'est pas du tout dogmatique, donc il parle de tout le monde. Ça part d'Adam Smith jusqu'à Karl Polanyi, en passant par Marx, etc. Donc c'est très intéressant et Keynes bien sûr, pour comprendre les différentes théories. Et ensuite, son gros bouquin qu'il vient de sortir, c'est Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'une fois qu'il a, en 10 chapitres, fait un point sur la situation économique, il conclut sur façonner l'avenir. Et pour façonner l'avenir, il faut que l'économie soit orientée vers l'égalité. Et non plus la compétition entre les gens. Ouais. Ah bah ça, la compétition, c'est clair, comme tu le disais, en ce moment avec le capitalisme
néolibéral ou je sais pas comment dire maintenant parce que je crois que même c'est encore pire que ça même. Ça s'accélère de plus en plus avec cette crise sanitaire. Voilà, l'égalité, on en a besoin. Et bien voilà. On s'arrête là, Nicolas ? Oui, impec. Et puis on se retrouve à la prochaine. On va mettre les liens pour les livres dans le petit texte du podcast. Comme ça, les gens pourront cliquer et retrouver les liens des livres dont on vient de parler. Ceux de Bruno sur Pierre Leroux et tous ceux dont tu viens de parler. Ok. Formidable. Voilà. Merci tout le monde. Merci Nicolas et à très bientôt. À très bientôt.